Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Late et Smart. Durant une heure avec mes deux invités, on va réfléchir à l'actualité économique du moment, aux grandes tendances. De quoi allons-nous parler ce soir? En apéritif, on évoquera la fin, après 17 ans, de la guerre commerciale entre Airbus et Boeing, enfin sous-entendu entre les États-Unis et l'Union européenne, à propos de leur constructeur d'avions. Ensuite, notre premier gros débat, on s'intéressera à ce fameux emprunt européen depuis hier, aujourd'hui. Voilà, c'est les 2 jours clés de lancement de l'emprunt européen, cette fameuse dette mutualisée pour financer le plan de relance européen. On est dans les conséquences de l'accord de juillet 2020. Hein. Vous vous souvenez, l'accord autour du plan de relance européen. Cette dette commune, voilà, l'opération a été lancée hier. Elle se poursuit aujourd'hui, cette première émission du Next Generation EU. C'est le nom officiel du plan de relance européen, émission obligataire à 10 ans. Voilà. Est-ce que c'est une étape clé de l'histoire européenne même? Voilà. Est-ce que c'est une date historique que ce premier emprunt digne de ce nom au nom de l'Union européenne? Ce sera la première question que je poserai à mes deux invités. Et puis, après une petite pause dans la deuxième partie de l'émission, on regardera les différents sommets qui ont eu lieu récemment. Sommet du G7, c'était en Grande-Bretagne, qui a désigné quasiment la Chine comme l'ennemi. Ensuite, sommet de l'OTAN, là c'était la Chine plus la Russie. Puis pendant ce temps-là, au sommet de l'OTAN aussi, il a fallu se poser la question de savoir si la Turquie était toujours un allié ou un rival. Bref, on désigne pas mal d'ennemis d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue des relations internationales. La question ce soir, c'est est-ce que du point de vue de l'économie française, on a des ennemis? Est-ce que l'économie française a la Chine comme ennemi, a la Russie comme ennemi, la Turquie pourquoi pas comme ami ou comme ennemi? Voilà, ça sera une manière un peu différente de traiter ces grands sommets internationaux qui ne sont pas terminés puisque, je vous rappelle que Joe Biden rencontre Vladimir Poutine demain à Genève. C'est aussi pour ça qu'on parle de la Russie ce soir. Mes deux invités ce soir pour parler de ces sujets, nous emmener dans différentes directions, pourquoi pas, je l'espère. Pascal Delima, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, chef économiste chez Harwell Management, oui. Une boîte de conseil. Geoffrey Becdelièvre, bonsoir. Vous êtes entrepreneur, vous êtes PDG fondateur de 99 Digital, ça c'est dans le marketing numérique, et vous êtes le fondateur du voyagiste Marco Vasco. Merci à tous les deux d'être à mes côtés ce soir. Tout de suite, je le disais, la question apéritif, on célèbre un armistice. C'est officiel, c'est la fin d'un conflit, le plus vieux conflit commercial de l'histoire de l'OMC. Alors vous me direz, l'OMC n'est pas si vieille que ça, mais enfin voilà, de fait, c'est quand même un truc important. Un conflit transatlantique qui était vieux de 17 ans. C'est d'abord tombé dans la presse américaine parce que l'information est arrivée des États-Unis. Les États-Unis et l'Union européenne, ce titre du Wall Street Journal, sont d'accord pour suspendre leur trade fight, c'est-à-dire leur affrontement commercial autour d'Airbus et Boeing. Vous savez, ça fait donc 17 ans que des deux côtés, on reproche à l'autre partie de subventionner son constructeur aéronautique et ainsi de fausser le jeu de la libre concurrence. Du coup, ces reproches se sont accompagnés de droits de douane plus ou moins punitifs selon les moments. Ça s'était encore renforcé dans les discours avec l'administration Trump. Mais encore une fois, c'est un conflit qui date de 17 ans. Et à l'occasion de la tournée européenne de Joe Biden, qui aujourd'hui, c'était l'étape officielle de visite à Bruxelles. Il était déjà à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN, on y reviendra tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'était rencontre officielle au sommet avec les dirigeants de l'Union européenne, en l'occurrence la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, et le président du Conseil européen, M. Charles Michel, qui donc rencontraient Joe Biden. Et voilà, pour célébrer cette nouvelle amitié transatlantique, il a été décidé officiellement de mettre fin à ce vieux conflit commercial. 17 ans, c'est quand même pas mal. Vous dites quoi, Pascal de Lima? Vous dites qu'il était temps. C'était un espèce de sparadrap historique qu'on gardait sur le doigt. Il y a deux choses, si vous voulez. Il y a l'histoire de ce conflit qui effectivement a permis quand même
de réaliser des avancées technologiques dans l'aéronautique, de réaliser des avancées en termes également de force de frappe au niveau de la qualité de l'aéronautique européen par rapport à l'américain, parce que ce petit jeu finalement il a joué aussi dans l'intérêt. Ça a permis aux deux de continuer à se mener la guéguerre, c'est ça ce que vous nous dites. Ouais. Maintenant, il y a quelque chose qui moi me paraît extrêmement important, c'est que il y a aussi au niveau des droits de douane, on le sait depuis un moment, que les droits de douane, que ce soit dans les produits industriels, manufacturiers et même agricoles, sont plus élevés vis-à-vis des États-Unis, je parle pour l'Union européenne, que de l'Union européenne vis-à-vis de certains pays asiatiques, voire même d'Amérique latine. Or aujourd'hui, on est dans une situation géopolitique extrêmement complexe, et mon avis, c'est qu'on ne peut pas avoir l'Amérique contre nous. C'est un premier pas, je dirais, économique, cet accord, qui va permettre d'apaiser un petit peu les tensions géopolitiques qui existaient entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est un premier pas. Aujourd'hui, vous allez en parler, il y a la Chine aussi, et donc c'est très très important que cet allié soit aujourd'hui avec nous. On passe par le biais de l'économique et des tarifs douaniers. Je pense que rapidement, on va avoir des ententes plus politiques et plus géopolitiques pour affronter le monde de demain. Est-ce que ça veut dire, je rebondis, est-ce que ça veut dire que les sujets politiques, précisément, alors on va largement en parler tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, sont plus importants qu'une certaine, en l'occurrence une certaine doxa économique qui voulait que subvention gouvernementale plus ou moins déguisée à un constructeur aéronautique égale pas bien, des deux côtés. Oui, avoir une subvention égale pas bien. Bon, il faut bien construire des fleurons industriels. On en a besoin en Union européenne. On a tellement perdu d'industrie. Il fallait quand même aussi conserver ce qu'il y avait de mieux, finalement, en termes d'avantages comparatifs. Même chose pour les États-Unis. Donc, de toute façon, subvention, c'est pas toujours négatif. Subvention, c'est aussi le maintien de l'emploi national, d'une certaine façon. C'était via le militaire. Hein. Donc, dans nos reproches à nous, aux États-Unis, c'était les subventions indirectes parce que les États-Unis, comme ils commandaient beaucoup de matériel militaire à Boeing, c'était une manière d'aider Boeing. Voilà. Non, mais voilà, c'est ça. Donc, et inversement, les Américains nous reprochaient les subventions aussi des retombées, et puis il y a des accords qui peuvent être réalisés ensuite sur le terrain, je dirais, même sur le terrain tarifaire, qui peuvent rentrer à l'avantage. C'est que les subventions, c'est aussi derrière pouvoir mettre des prix qui bénéficient pour tous. Il y a un ruissellement dans un prix, hein, c'est pour les salariés. Il y a aussi le remboursement de certaines dettes. Il y a beaucoup de choses dans un prix. Donc, bon, voilà, subvention, pour moi, c'est pas toujours égal à quelque chose de négatif. Ici, en l'occurrence, bon, ben voilà, on met un terme, je dirais, à la guéguerre que se mènent un peu les deux grosses industries, mais je doute quand même que les subventions vont totalement disparaître. À mon avis, c'est quand même utile économiquement aussi. Oui. Bon, en tout cas, on ne se le reproche plus, ou on se le reprochera plus, en tout cas sur ce dossier de l'aéronautique. Quand vous voyez ce conflit vieux de 17 ans s'étendre, vous dites c'est une bonne chose quand même que voilà, deux alliés, hein, encore une fois, on touche à la dimension politique de tout ça, on y reviendra tout à l'heure, se disent qu'il y a des sujets plus importants que se faire la guéguerre sur les tarifs douaniers sur les avions. Évidemment, d'un point de vue efficacité de temps pour eux, bien sûr. D'un point de vue politique, ça permet d'apaiser. Et puis, je pense qu'ils ont des enjeux colossaux en termes d'innovation, de transition énergétique, etc. Et que je trouve que ça vaut davantage la peine de mettre ses efforts là-dessus et sur le développement de leur industrie plutôt que sur la guerre. À guerroyer sur des questions indéfiniment, ce qui leur coûte une fortune et voilà, notamment juridique. Et puis ce qui n'est pas la priorité numéro un, je pense, dans le développement de leur société. Voilà, bon, on cherchait en tout cas des gages d'amitié de la part pour concrétiser cette nouvelle, hein, en tout cas cette amitié renforcée, renouvelée entre les deux côtés de l'Atlantique, entre la France et entre les États-Unis et l'Union européenne. Ce sera le dossier aéronautique qui aura servi d'exemple sur lequel effectivement on se retape dans la main à suivre. Voilà, si c'est vraiment fini, ça restera probablement comme un conflit commercial très vieux. Il aura duré 17 ans. Allez, tout de suite, on va revenir. Cette fois-ci, on va s'intéresser principalement à l'Europe et on va célébrer ce fameux premier emprunt européen. Regardez ce tweet de M. Johannes Hahn, c'était hier. M. Hahn, c'est le commissaire européen au budget et à l'administration, et il nous fait une espèce de faire-part de naissance. Heureux d'annoncer que la première émission de Next Generation EU, ça c'est le nom du plan de relance européen, se déroulera demain. Donc ça c'était hier, donc demain c'est aujourd'hui, mardi 15 juin, en fonction des conditions de marché. Évidemment, c'est la phrase d'usage. Voilà, ce sera la plus grande émission de référence sur la maturité à 10 ans. Stay tuned for further information, à suivre pour plus d'informations. C'était donc
aujourd'hui. Je crois que les derniers détails seront finalisés demain, mercredi. Voilà. Résumé, dans les Échos ce matin, l'Union européenne donne le coup d'envoi au financement de son méga plan de relance. Il s'agit en effet, donc, on le disait, de la première émission obligataire du plan Next Generation EU, les fameux 750 milliards d'euros sur lesquels les 27 s'étaient mis d'accord en juillet 2020. C'est un programme qui, au total, devrait s'élever à 800 milliards d'euros de dettes levées sur les marchés d'ici à 2026. 80 milliards dès cette année, et donc cette première émission aujourd'hui, à 10 ans, nous a expliqué le commissaire européen au budget, devrait porter porte sur une dizaine de milliards, donc c'est une première salve réduite par rapport aux 800 milliards de l'ensemble du programme, mais c'est extrêmement symbolique, puisque c'est une première émission obligataire de l'Union européenne liée donc au fonds de relance. On avait beaucoup insisté depuis l'été dernier, depuis ce sommet européen de juillet 2020, sur la symbolique de cet accord sur un plan de relance européen avec une partie de subventions. Encore une fois, il y a des subventions et de la dette dans ces 750 milliards. Les États n'ont pas encore reçu le premier milliard d'euros, mais en tout cas, il y a le truc est lancé, puisque sur les marchés financiers, l'Union européenne, elle, a démarré le financement de ce plan de relance, de ce méga plan de relance, comme disent les Échos. Alors, j'ai écrit date historique, point d'interrogation, en thème de ce débat, voire, je le disais dans le sommaire, est-ce que c'est une étape importante, non seulement dans le fonds de relance, ça c'est une évidence, mais même dans l'histoire économique de l'Union européenne. Votre regard, à vous, Pascal, sur la symbolique. On avait beaucoup insisté sur la symbolique du plan de relance. Bon, alors là, c'est l'étape de financement, mais c'est pas rien quand même. C'est pas rien, c'est pas rien. Ce qu'il y a, à mon avis, de symbolique, alors il y a beaucoup de choses symboliques. D'abord, enfin, l'Union européenne s'entend sur un plan de relance. Le plan de relance est quand même conséquent, 750 milliards. Il y a un volet subventionnement pour 390 et 360 pour un aspect emprunt, dette. Donc il y a un aspect subventionnement. C'est pas qu'il y a aussi un. Oui, c'est pour ça que voilà. Donc il y a les 40 milliards français qui rentrent dans la partie subvention, qui vont permettre de déployer le plan de relance français de Bruno Le Maire. Qui lui-même est de 100 milliards. Voilà, pour finir avec les chiffres. Tout à fait. Et pour l'aspect purement dette, ce qu'il y a d'historique, c'est qu'on a une première étape vers ce qu'on pourrait appeler une sorte de mutualisation de la dette à l'échelle européenne. Ce n'est pas encore les Corona Bonds dont on a longtemps parlé, mais un pays comme l'Italie ou comme l'Espagne, par exemple, puisque ce sont ces pays-là qui vont être directement concernés par des emprunts bancaires au sens propre du terme. Et parce que ce seront les plus bénéficiaires, à la fois en termes de montant, mais aussi en termes de taux, puisque c'est en termes de besoins et en termes de catastrophes économiques du fait de la crise de la Covid. Donc là, eux vont pouvoir enfin emprunter, non pas en leur nom propre, mais au nom de l'Union européenne, et via l'Union européenne, et donc avec des taux, pour le dire très simplement, qui se situeraient aux alentours de taux allemands et de taux français, ce que eux-mêmes ne pourraient pas faire en leur nom propre sur les marchés financiers. Donc c'est une solution d'allègement, je dirais, du coût de l'emprunt. Ça reste de la dette. Et moi, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que, compte tenu de l'urgence, c'est l'antithèse de la situation, j'ai peur que ce plan de relance soit un plan de relance finalement qui est étalé sur du très 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 long terme. Je crois à partir de 2028, on va commencer à rembourser pour 30 ans peut-être, je ne sais pas si 2028 pour 30 ans, 2058, pour des urgences économiques à très très court terme. Ce qui m'inquiète, c'est que je me dis qu'est-ce qu'on va faire pour les entre guillemets pour les plans de relance européens à très très long terme. Il y a ceux qui vont annoncer, qui vont lancer la transformation économique et numérique. Donc voilà, j'ai une petite question, c'est le niveau de la dette. Si on devait ajouter à cela tous les investissements publics qu'il va falloir faire au niveau européen pour lancer le monde de demain. Là, on est quand même dans un plan d'urgence qui va être remboursé à très très long terme. Ouais. Mais voilà, il y a quand même des questions de niveau de dette qui sont quand même inquiétants, si vous voulez, si on raisonne sur du très très long terme. Alors, effectivement, du point de vue des États, vous parlez de niveau de dette, puisque pour ce qui est de l'Union européenne, c'est un démarrage. Votre regard sur la symbolique, Geoffroy, de cette première émission de dette européenne liée à ce fameux plan de relance? La symbolique, aujourd'hui, je pense qu'on parle d'une émission de 10 milliards aujourd'hui, et puis ça va se faire en plusieurs étapes, donc c'est ridicule au niveau de l'Europe. Déjà, les 750 milliards ou 800 en termes de montant
Et est-ce que c'est énorme? J'en sais rien. Enfin, on parle de 447 millions d'Européens. Aux États-Unis, on est sur un plan de 1900 milliards pour 360 millions d'Américains. Le ratio, je me suis amusé à faire le calcul, il est de 1 versus 3,6 pour les US. Donc déjà, c'est un gros écart. Et puis surtout, c'est à quoi il va servir, comment il va être dépensé, comment est-ce qu'il va être mis au profit des sociétés, indirectement via les États, et avec quelle efficacité. C'est surtout ça qui va être intéressant, je pense. Donc vous ne vous arrêtez pas sur ou pas tant que ça, sur la symbolique de cette première quand même, parce que c'est une première. Non, mais c'est une première et c'est très bien, il y a un début à tout. Ce que je trouve intéressant, c'est de dire qu'il va y avoir 35% qui va être sur la transition énergétique ou 20% sur la transformation digitale, mais après, il va falloir voir concrètement. Et, ouais. Il y a 30% sur le climatique. Ouais, Oui, ça a été présenté comme l'énergétique, ce qui n'est pas, pas loin de la part. C'est le climatique et le numérique, c'est les deux chantiers qui ont été mis en avant par la Commission européenne. Sur la partie subvention, en tout cas, sur les 316 milliards. Et ce qui va être intéressant, surtout, c'est de voir comment ça va être déployé, comment ça va être mis à profit et quels résultats ça va apporter. Moi, je suis surtout très attentif sur ce qu'il y a derrière, sur l'impact, ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça va apporter à l'Europe concrètement. Quoi. Vous écoutez tout à l'heure, Pascal, vous alertiez sur le niveau global d'endettement des États directement, puisque bon, c'est de la dette de l'Union européenne, mais bon, l'Union européenne, c'est les 27 États qui la composent. Est-ce qu'on peut aller, si on est, si on regarde, si on se met si on joue le mauvais démon, de dire que c'est un doigt dans l'engrenage. Cette première émission de dette de l'Union européenne, on peut dire c'est formidable, c'est pour investir, et puis après on peut se dire, si l'Union européenne, en plus des États eux-mêmes qui sont déjà très endettés, se met elle-même à s'endetter, alors ça pose la question d'autant plus cruciale, effectivement, de la bonne utilisation de cet argent, ce que nous rappelait Geoffroy, mais bon, ça veut dire que c'est quand même, effectivement, demain, il y aura 800 milliards de dettes en plus à l'échelon supérieur de l'Union européenne par rapport aux États, c'est de l'endettement supplémentaire. C'est de l'endettement supplémentaire, mais pour le dire, moi, ce qui m'agace toujours dans cette histoire européenne, c'est qu'on ne va pas jusqu'au bout des choses. Soit on y va, soit on n'y va pas. Là, on n'y va pas encore. On fait en fait une sorte de pseudo-mutualisation, puisque si la signature est celle de l'Union européenne, de toute façon, ce sont les États qui vont rembourser. En revanche, si on allait jusqu'au bout du raisonnement, c'est-à-dire d'avoir un vrai budget européen, c'est toujours pareil, un vrai budget européen, 100% européen, des Corona Bonds, 100%, une émission de l'Union européenne avec une totale mutualisation totale et juridique de l'Union européenne, on pourrait arriver, je dirais, à mieux adresser le subventionnement et les fonds et les prêts, et on pourrait adresser les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y a des avantages comparatifs en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal, et en fonction de ces avantages comparatifs, on alloue l'argent pour qu'il y ait un retour sur investissement beaucoup plus efficace. Mais là, on ne va pas jusque-là. On ne va pas jusque-là, parce que politiquement, on n'est pas allé jusque-là. L'Union européenne n'est pas un pays, c'est un groupe de pays, et qu'effectivement, on n'est pas à jouer, les gens de Bruxelles ne sont pas à jouer entre les pays comme ça, ils restent souverains, les 27. Ils restent souverains, les 27, mais alors peut-être qu'on revient sur un sujet de fond qui est pris pour certains comme un peu idéaliste, qui est évidemment le fédéralisme politique. On en a parlé des milliards de fois depuis 10 ans. Bon, et comme il n'y a pas de fédéralisme politique, il n'y a pas de budget européen, il n'y a pas de vrai corona. Donc on fait des demi-mesures, des petites choses. Donc on reste au milieu du gué, selon vous. Au milieu du gué, c'est toujours pareil. On est toujours entre. Bon. Alors quand le verre est à moitié, il y a ceux qui le voient à moitié plein et ceux qui le voient à moitié vide. Voilà. Une autre solution qui aurait été, à mon avis, plus efficace, c'est pas du tout de faire ça, c'est de continuer par des endettements nationaux, classiques, éventuellement s'interroger sur la légitimité d'une quote-part de la dette Covid pour l'alléger, la restructurer, pas la supprimer parce que bon, c'est pas possible juridiquement, blablabla, mais en tout cas, et garder le principe d'État-nation, garder le principe de croissance économique. Oui, enfin, dans un monde quand même qui est quand même extrêmement mondialisé, finalement, où la part de l'économique au niveau national est diluée au fur et à mesure du temps. Mais donc, si on avait ces avantages comparatifs au niveau des États-nations, on pourrait faire des plans de relance de la croissance et miser sur la croissance, faire en sorte que cette croissance soit toujours supérieure à nos taux d'intérêt. Et là, on aurait des vrais retours sur investissement. Là, c'est une extrême, deux extrêmes. On est au milieu. Donc, voilà. Pourquoi vous nous dites, pour être sûr de bien comprendre, puis je ne suis pas spécialiste, que c'est pas vraiment, quand vous dites c'est pas des Corona Bonds, c'est quoi la différence et en quoi ce serait mieux? Parce que dans le cas des Corona Bonds et de la mutualisation pure, on aurait une dette de l'Union européenne
qu'on pourrait agréger au niveau du taux de croissance des pays. C'est-à-dire qu'un pays qui fait 8% paye un peu plus, un pays qui fait 7% paye un peu moins, un pays qui fait 0% paye un peu moins. Il y a une vraie mutualisation. C'est ça le schéma théorique de c'est le schéma théorique, c'est que la Bonds. mutualisation du Corona Bonds fait en sorte que les pays les plus pauvres payent moins. C'est pour ça que les frugaux ne veulent pas d'ailleurs. Hein. C'est l'une des raisons. Les frugaux, pardon, c'est les 4. Oui, Pays-Bas, Autriche. Qui ne voulaient pas entendre parler de ça. Donc, du coup, on est dans un système intermédiaire. On parvient quand même à alléger un petit peu, un peu fictivement, parce qu'en réalité, la dette, elle est colossale et elle va de toute façon s'additionner aux dettes nationales. Donc moi, je suis un peu encore inquiet pour les pays du Sud qui voulaient plutôt un système totalement mutualisé, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Et puis voilà, la France, elle s'en tirera d'affaire, parce que la France, elle est au milieu, de même que la stratégie. La France, elle fera probablement pas trop d'emprunts, ça sera surtout du subventionnement. Il faudra encore trouver les ressources qui iront en face. Non, mais la France est capable de s'endetter toute seule, à des taux très compétitifs. Alors ils sont plus négatifs, je crois qu'on est repassé en territoire positif à plus de 0,1, mais ça reste proche de 0. Moralité, c'est une nouveauté. C'est symbolique, c'est tout ce que vous voulez, mais l'Europe à 2 vitesses est toujours là. Bon, alors je vais reprendre mon image, parce qu'elle y voit le verre à moitié vide, un peu le sentiment. L'entrepreneur, il est forcément optimiste, donc il veut le voir à moitié plein. Précisément, l'entrepreneur Geoffroy, quand il voit, est-ce qu'il imagine que cet argent-là, alors c'est que 10 milliards, mais ça a vocation à être 800 milliards, à un moment donné, il va arriver jusqu'à lui en positif, c'est-à-dire comme une capacité nouvelle de se développer, etc. Est-ce que le plan de relance européen, c'est 750 milliards, contribuer aux 100 milliards du plan de relance français, qui doit quand même profiter pour une part aux jeunes entreprises, aux startups? Est-ce que c'est de l'argent qui potentiellement peut être concret pour vous, entrepreneurs? Alors c'est loin entre l'émission obligataire à Bruxelles et votre business de tous les jours, mais c'est quand même le but, c'est que ça ruisselle, pour reprendre le terme qu'évoquait Pascal, que ça ruisselle jusqu'aux gens qui ont besoin de cet argent. Peut-être, je ne suis pas sûr que ce soit l'entrepreneur de société d'innovation qu'on a le plus besoin, parce qu'il y a eu des gros progrès qui ont été faits depuis 10 ans. Entendu, vous avez les financements sans problème. Non, mais aujourd'hui, le montant de capital à risque en France, il a été multiplié par 10 sur les 2 dernières décennies. C'est quand même assez énorme. On avait un retard colossal par rapport on est passé devant les Allemands maintenant, aux US et la Chine. On reste tout petit par rapport à eux, mais néanmoins, l'investissement aujourd'hui dans des sociétés innovantes est devenu absolument colossal. La difficulté des sociétés innovantes, c'est plus l'accès au capital, c'est l'accès aux compétences. C'est la difficulté à trouver des gens qui sont formés sur la data science, sur le digital, finalement sur les métiers d'avenir. Donc, et ce qu'on ne perçoit pas encore, ne convoitez pas particulièrement. Pas particulièrement. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est la partie qui va aller dans l'enseignement pour combler justement ce déficit de formation sur ces métiers d'avenir et de demain, pour le coup. Et vous avez l'impression qu'il va y aller, cet argent dans cette... Pas certain. Les États-Unis l'ont dit clairement. Ils ont dit sur 1900 milliards, il y a 100 milliards qui va aller sur les universités, sur l'enseignement. En France, ou en Europe, en tout cas, on dit qu'il y a la moitié qui va aller un peu plus entre la transition écologique et puis la transformation digitale. Mais on n'a rien vu concrètement sur comment ça va se passer sur l'enseignement. Et puis après, chaque pays fera aussi un petit peu à sa sauce, j'imagine. Et c'est là où c'est assez compliqué, quoi. Ouais. Pascal, alors je reviens vers vous sur le coup d'après. Vous nous dites on est dans un entre-deux, on est au milieu du gué. Cette émission obligataire qui est une première, elle est donc liée au fonds de relance. Est-ce que vous imaginez dans 10 ou 15 ans, au-delà de ce programme lié au plan de relance, qui doit se terminer au niveau des émissions en 2026, est-ce qu'au-delà de 2026, l'Union européenne aura pris l'habitude de s'endetter au nom de ses pays membres et qu'en fait, je parlais d'engrenage tout à l'heure, il peut être positif, ça va devenir quelque chose de naturel, d'avoir une surcouche d'endettement au niveau de l'Union européenne qui, au-delà de ce plan de relance de 2020-2021, on va dire, poursuivra cette idée de s'endetter pour ensuite soit prêter, soit subventionner différents pans d'activité des différents pays membres. Il y a la réponse des financiers, du monde de la finance, et puis il y a la réponse plus des citoyens. La réponse en général du monde financier, c'est de dire qu'il faut aller vers une Europe encore plus intégrée sur le terrain économique, il faut aller vers encore plus d'endettement et dans l'idéal arriver à des Corona Bonds pour faire en sorte que finalement on ait un volume
d'endettement encore plus élevé, encore plus secure, encore plus, parce qu'il sera porté par un espace encore plus grand, avec des opportunités de croissance encore plus élevées, parce qu'on imagine qu'on pourra encore mieux coopérer. Ça, c'est un peu le raisonnement du monde industriel et des multinationales et du monde de la finance. Après, il y a la réponse du contextuel, qui est aujourd'hui la réponse des citoyens, la réponse du social, qui pense exactement le contraire, qu'il faudrait au contraire aller vers davantage d'indépendance politique, davantage d'indépendance économique, faire du Made in France et faire aussi d'ailleurs du Made in France financier et donc d'aller beaucoup plus loin qu'une volonté intégrative. Donc là, il y a un véritable enjeu colossal pour les politiques aujourd'hui, qui est leur légitimité, leur stratégie pour arriver à trouver un équilibre autour de tout cela. Et ça, pour moi, c'est quelque chose c'est des décisions très fortes qui doivent être prises. Il est évident que l'entre-deux n'est pas quelque chose de bon, parce qu'il y a des coûts partout, en fait. D'abord, pourquoi est-ce qu'on va, je dirais, au nom de certains pays sérieux, proposer des taux d'intérêt plus faibles à l'Italie, à l'Espagne, alors qu'il y a une gestion budgétaire qui est mauvaise. Enfin, il y a des questions éthiques aussi dans le le grand terme, c'est la solidarité européenne. Voilà. C'est la solidarité. Soit on va vers une solidarité avancé, en tout cas, pour expliquer ça. Voilà. Soit on va vers une solidarité un peu d'avant qui fonctionnait aussi. Mais pour moi, le côté un peu entre deux m'inquiète un peu. Donc, mais votre pari, ça va continuer au-delà des émissions liées à ce plan de relance Next Generation EU? Moi, je pense que ça va continuer, mais voilà, il y a un moment donné que je ne sais plus qui disait ça, mais on est dans un monde aussi qui est en quête de sens, où la politique aussi est en quête de sens. Et la quête de sens, c'est très souvent revenir en arrière. C'est très souvent revenir à des fondamentaux en arrière. Donc j'ai envie de dire, si la force de forcément, le sens, ça peut être le projet européen qui peut retrouver de la force, auprès des jeunes générations, à l'occasion de ce plan de relance, à l'occasion de cette crise sanitaire et économique. Why not? Voilà. Si la force mondialiste du monde économique comme ça pousse vers plus d'intégration européenne, why not? Voilà. Moi, mon avis, je suis plutôt partisan d'un monde un tout petit peu plus responsable et individualisé. À dimension plus réduite. Oui, tout à fait. À dimension. Castex a dit sur le marché français, en tout cas sur les 100 milliards, qu'il y avait également toute une partie sur la cohésion sociale. Il parlait de la transition écologique tout à fait. numérique, mais il a dit qu'il y aurait une grosse partie qui serait sur cet aspect. Pour répondre un peu. À l'arrivée, tout ça n'ayant d'ailleurs rien à voir avec le point de départ de la crise, c'est-à-dire le sujet sanitaire. C'est une opportunité. Exactement. Voilà, puisque de fait, dans les 100 milliards, il n'y a même quasi rien sur la santé. Mais comme dans tous les plans. Chez les autres aussi. En fait, c'est des plans de transformation profonds. C'est l'occasion fait de la ronde. Sur des sujets, exactement, sur des sujets qui étaient en latence depuis longtemps dans pas mal de pays. Et finalement, le Covid a été un peu une excuse là-dessus. En même temps, un sujet qui pourrait inquiéter soit les citoyens, soit les économistes, soit les entrepreneurs, ou pas, c'est, qui dit endettement, on dit peut-être un jour remboursement. Il y a la question des ressources propres, effectivement, qui se pose. C'est-à-dire l'idée à Bruxelles, ce serait quand même plus simple de pouvoir rembourser demain cette dette en levant des taxes nouvelles au niveau de l'Union, qui soient les fameuses ressources propres qui permettraient de rembourser cette dette qu'on a levée en notre nom de l'Union européenne sans aller taper les pays. Donc on parle de taxes sur les transactions financières, de taxes GAFA, de taxes carbone aux frontières. L'imagination est sans limite sur ces sujets-là. Est-ce que quand vous voyez de nouveaux emprunts, vous vous inquiétez sur de nouvelles taxes demain, sur l'hypothèse de nouvelles taxes demain? J'en ai cité 3 qui sont les 3 taxes qui pourraient être mutualisées au niveau de l'Union. On a du mal à se prononcer au niveau européen là-dessus, contrairement, je fais souvent le parallèle avec les US, où ils annonçaient que sur un autre plan de 2000, ils seraient principalement financés par les taxes. Et eux, ils le soulignent en disant, il faudra un minimum d'impôts de temps sur les GAFA, tant sur les sociétés, qu'ils ne vont pas y arriver, parce qu'en fait, le plan va passer sans l'augmentation des impôts. Exactement, mais en tout cas, ils sont prêts à travailler. La logique était qu'il y avait un financement en face, ce qui n'est pas le cas Ce qui n'est absolument pas le cas en Europe aujourd'hui. Oui. On parle de taxes à côté, mais on le met jamais en face du financement, quelque part. Donc, est-ce que ça compensera? J'en sais rien. Pour l'instant, on a été, la taxe sur les GAFA, on a été incapable de bouger. Finalement, elle a lieu grâce aux US. Indirectement, c'est eux qui la mettent en place. Mais on ne sait pas si elle sera levée par les États, si elle sera levée au niveau de l'Union européenne. Nous, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas à cause de l'Irlande.
Mais Voilà. c'est toujours le même sujet, c'est-à-dire que c'est comme la dette, c'est qu'on n'y arrive pas parce qu'on ne va pas jusqu'au bout. La taxe sur les transactions financières, on n'a jamais réussi à s'entendre non plus. Oui. Elle est petite, mais elle existe en France Elle et dans existe, d'autres autres pays européens. 0,0, je sais plus. Bon, ça rapporte quelques... Et quelques- 0,001 point de base sur 10 000 milliards, c'est quand même pas mal. Et bon, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, sur la dette, sur les taxes, on aura toujours du mal à s'entendre parce que quand on a un projet d'intégration, il faut aller jusqu'au bout. Et comme on ne va pas jusqu'au bout, il y a forcément des intérêts économiques qui ressurgissent et des volontés de limiter ces intérêts économiques autour d'un État, d'un État souverain et qui est capable de mettre en place ces politiques économiques adéquates. Donc on butera toujours sur l'argument, c'est ultra connu, j'ai rien inventé, mais on butera toujours sur la différenciation. Tant qu'il n'y a pas d'intégration complète, on butera toujours sur des intérêts locaux. Enfin, malheureusement, c'est banal. Ce qui est compréhensible d'ailleurs. Ce qui est peut-être une banalité, mais en fait, ça fait 10 ans qu'on revit. Plus. Que ce soit l'impôt, la dette ou truc. Bon. Alors, ce qui est sûr maintenant, c'est que c'est vrai que pour la question des subventionnements, là, il est plutôt prévu des taxes. Pour la question de la dette, de ce que j'ai cru comprendre, il était plutôt prévu des émissions par la BCE, des émissions de dette sur les marchés, à des taux plus faibles pour soulager un peu les finances publiques des États du Sud. Bon, moi j'ai l'impression que la question posée, la date historique pour l'interrogation, la réponse est plutôt non à ce stade, parce qu'il y a encore beaucoup de questions. C'est pas sûr que les livres d'histoire européenne, ou en tout cas dans les chapitres se consacrés à l'histoire européenne, la date d'aujourd'hui avec cette première émission obligataire liée au plan de relance européen soit marquée en gros caractères. On verra, l'avenir dira si peut-être quand même malgré tout le sommet de juillet 2020 qui avait pris cette décision de ce plan de relance mutualisé à l'échelle du continent sera peut-être plus amené à rester dans l'histoire, mais par définition, on le sait qu'après. On marque une très courte pause, on va s'intéresser à une géopolitique qui dépasse les frontières de l'Union européenne. On va se poser la question dans la deuxième partie de l'émission, si du point de vue de l'économie française, eh bien, les grands discours sur la rivalité avec la Chine, la rivalité avec la Russie, la rivalité éventuelle avec la Turquie sont des questions qui se posent ou non. A tout de suite, restez avec nous. Retour dans l'AIT Smart. Merci de rester avec nous dans cette deuxième partie de l'émission. On va se poser cette question. L'économie française a-t-elle un ennemi? Alors sous-entendu, parmi les ennemis, entre guillemets, désignés lors des dernières grosses réunions internationales là, depuis le week-end dernier, G7, OTAN, sommet Union Européenne, États-Unis, demain, sommet États-Unis-Russie avec la rencontre à Genève entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Alors effectivement, le grand truc, c'est évidemment la Chine. Au G7, les Américains ont beaucoup poussé pour que les Européens les suivent dans cette idée de désigner la Chine comme l'adversaire, voire le rival, voire un peu plus. Idem à l'OTAN, alors que l'OTAN, on va rappeler les initiales, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, on n'est pas absolument évident que la Chine soit concernée par le sujet. Eh bien si. La Chine, défi systémique pour l'OTAN, le titre du papier du Monde, l'Alliance reproche à Pékin de développer son arsenal nucléaire et de coopérer avec la Russie. En fait, c'est via la Russie que la Chine deviendrait un rival, y compris de l'OTAN, qui est quand même une alliance transatlantique au départ, évidemment pas forcément à l'arrivée. Alors la Chine, ça ne fait pas forcément plaisir. Regardez, communiqué du G7 et de l'OTAN, la Chine dénonce une mentalité de guerre froide. Aujourd'hui, la mission chinoise auprès de l'Union européenne a appelé l'organisation, donc l'Europe, à, je cite, voir le développement de la Chine rationnellement, à cesser d'exagérer les différentes formes de théorie de la menace chinoise et à ne pas utiliser les intérêts légitimes et les droits légaux de la Chine comme une excuse pour manipuler des groupes politiques en créant des confrontations artificiellement. J'arrête là dans la lecture du communiqué de la mission chinoise auprès de l'Union européenne. Bref, la Chine, ça leur fait pas plaisir d'être comme ça et de plus en plus désignée comme l'adversaire, un peu à la vindicte populaire. Regardez l'éditorial des Échos, le nouvel empire du mal, il n'y a même pas de point d'interrogation, pour parler de la Chine et un petit peu de la Russie. Alors si on se met du point de vue, pour commenter tout ça avec notre regard plus porté sur les questions économiques, on est sur Bismart. Pascal, est-ce que du point de vue de l'économie française,
Notre relation avec la Chine, est-ce que la Chine est-ce que l'économie chinoise est un adversaire de l'économie française ou pas? Est-ce que l'économie russe est un adversaire de l'économie française ou pas? Si on se place du point de vue des gros sous, de l'économique, des relations économiques entre les blocs, est-ce que voilà, c'est légitime ou est-ce que c'est uniquement politique de désigner ces pays comme des adversaires? Ce sont des adversaires, ça c'est absolument certain. Maintenant, sur le terrain du passé, on sait que la Chine a été un grand pourvoyeur évidemment de matières premières et de plein de choses, dans le domaine des technologies, dans le domaine des approvisionnements. Enfin, on sait très bien que la Chine a été un grand partenaire, c'est pas un scoop que de dire ça. C'est toujours d'ailleurs, les échanges commerciaux, y compris entre les États-Unis et la Chine, sont colossaux. Sont tout à fait colossaux. Alors on voit des petites, dans certains secteurs, notamment l'automobile, on voit l'automobile, ça ralentit très très légèrement, mais enfin bon, ça reste encore à des niveaux élevés. C'est un partenaire important. C'est un marché aussi pour les produits de luxe, par exemple, notamment, mais pas que. On ne peut pas se priver d'un marché de plus d'1 milliard, 500 millions, 600 millions maintenant d'habitants, c'est pas possible. Donc sur le terrain absolument économique, c'est un partenaire naturel, il est historique, etc. En plus, il pratique des coûts très très bas, ce qui pose un problème d'ailleurs pour notre protection sociale aussi, faut-il le rappeler. Mais le monde est en train de changer. Je crois que le monde est complètement en train de changer. On est en train de prendre conscience quand même d'un certain nombre de choses, du danger aussi sur le terrain sanitaire. J'espère que ça a été quand même suffisamment clair pendant cette année et demie, et qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a de nouvelles règles qui vont arriver progressivement pour rééquilibrer les relations, notamment entre les pays européens et la Chine, et plutôt les orienter vers les États-Unis davantage, pour en faire, comme on a vu avec le cas Boeing-Airbus, le nouvel allié commercial progressivement. Et donc ça, je pense qu'on va aller de plus en plus là-dessus, ce qui va aussi d'ailleurs nous aider sur le terrain géopolitique. Donc ça, c'est un avis. Deuxièmement, il n'est pas sans rappeler que, et là c'est aussi un problème pour l'Union européenne plus que pour la France, que la Chine est un leader maintenant sur l'intelligence artificielle, que la Chine est un leader sur un paquet de nouvelles technologies émergentes, que la Chine est maintenant sur la 5G, n'en parlons même pas, ils ont 3 métros d'avance dans certaines villes, et que par conséquent, le combat de la transformation économique et numérique, il ne faut pas qu'on le perde. Et donc je doute qu'on puisse uniquement aujourd'hui s'allier à la Chine sur ce terrain-là. Il faut s'allier aux États-Unis, aux pays anglo-saxons, aux pays scandinaves, pour justement aussi nous avoir notre propre identité au niveau des pays occidentaux sur le terrain de la transformation économique et numérique et des métiers de demain. Parce que eux, ils n'ont pas perdu de temps depuis 1 an et demi, et nous, je crois que c'est le cas. Ça veut dire qu'on a trop laissé faire les intérêts économiques pendant peut-être 20 ans et qu'aujourd'hui le politique reprend le dessus un peu. Oui, tout à fait. Et c'est une bonne chose, même pour l'économiste que vous êtes. C'était la question. Oui. À un moment donné aussi, il faut arrêter d'être neuneux, quoi. Les Chinois ont gagné beaucoup de terrain depuis 2 ans. Il faut en tirer les conséquences politiques aussi. Mais il faut aussi se mettre de leur point de vue. J'aime bien rappeler à chaque fois que vous êtes là, Geoffroy, que vous avez vécu un peu en Chine. Alors, pas ces dernières années, un petit peu avant, mais bon, quand même, plus que nous. Quand je lisais, là, vous voyez, la citation que je faisais, la Chine dénonce une mentalité de guerre froide, sous-entendu, arrêtez de nous critiquer. Si on se met du point de vue des Chinois, comment on lit, comment on perçoit cette espèce de revue des troupes? Chacun compte ses effectifs dans une hypothétique future bataille. Je pense qu'ils ont l'impression d'être le bouc émissaire du monde. Ils lisent toute la journée qu'ils sont à l'origine du Covid, et je pense que ça, c'est un autre sujet, mais néanmoins, ça amplifie en tout cas le côté tous les pays contre la Chine, c'est certain. Je pense que la Chine, ils ont leurs propres difficultés. Gérer un pays d'1,4 milliard, 1,5 milliard, c'est déjà des enjeux qui sont colossaux. Et voilà. Et après, c'est un pays qui a extrêmement bien géré ses intérêts, notamment sur tous les sujets du numérique, de l'innovation. Il paraissait peut-être comme ou pas très dur sur le fait de ne pas laisser Google ou d'autres rentrer en Chine, mais c'est grâce à ça qu'ils ont des leaders, qu'ils ont Alibaba versus Amazon, qu'ils ont Baidu, etc. Alors que finalement, nous, on est tous sous la dépendance américaine. Vous avez été moins neuneux, comme pour reprendre le terme utilisé par Pascal. Ils ont été très vigilants là-dessus. Ils ne laissent pas de boîtes innovantes s'implanter en Chine. C'est intéressant. Moi, je suis dans un groupe d'entrepreneurs. Sur 350 boîtes innovantes, il y en a une 50aine aux États-Unis, il y en a 0 en Chine. Tout simplement, ils ne vous laissent pas rentrer. En plus, sur des sujets d'innovation, de data, etc., il n'en existe pas autre que des boîtes chinoises. Et par contre, c'est ces boîtes chinoises qui se développent très bien. Maintenant, 1 sur 2 sont même cotées aux États-Unis. Mais donc, ils savent très bien gérer leurs intérêts personnels. Après, se mettre à dos la Chine,
Je pense que pour les Français, d'un point de vue industriel, c'est moins grave que pour les Allemands, c'est évident. On vend finalement assez peu de voitures, de trains, etc. Par contre, d'un point de vue luxe, effectivement, on a 3 des grands groupes de luxe dans le monde, entre L'Oréal, LVMH et Kering. La Chine, c'est le premier pays, donc voilà, il ne faudrait pas non plus qu'il y ait des répercussions indirectes sur ces groupes-là. Donc il faut faire attention à quoi à pas se laisser embrigader dans une croisade anti-chinoise par les Américains quand on est français ou quand on est européen. Il y a une espèce de troisième voie. Il faut arriver à trouver le bon équilibre. Je pense que les États-Unis sont un allié indispensable sur tous les sujets, notamment d'innovation. La Chine sur d'autres sujets. Et voilà, il faut arriver, je pense, après, sur les questions politiques, sur les questions de valeurs, sur les questions de système politique, etc. On est forcément plus proche des Américains que des Chinois. Ça, c'est une évidence, mais on remet toujours les droits de l'homme dans ces sujets économiques qui sont certes des sujets à traiter, mais ce qui doivent peser en tout cas sur ces décisions purement économiques, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un paramètre dont on ne parle pas et qui me paraît absolument essentiel et qui va déterminer complètement les relations géopolitiques. Bon, là, on est dans les tendances globales qu'on intuite un peu, au sens d'intuition, mais c'est la question sanitaire, en fait. C'est la clarification absolue sur la question sanitaire, comme vous l'avez très bien dit. On n'aura peut-être jamais la réponse, mais... Ils y travaillent, mais ils ont du mal à laisser rentrer. Moi, ce point-là, il est first. Quoi. Le jour où on sait exactement, les gens vont arbitrer, quoi, vont faire des choses par rapport à ça. Et cette question-là, aujourd'hui, c'est quand même incroyable, on ne sait pas encore. Est-ce que c'est pas dangereux cette posture vis-à-vis de la Chine, enfin en tout cas cette attitude vis-à-vis de la Chine? Si on prend l'éditorial des Échos que je citais tout à l'heure, Lucie Robquin écrit les États-Unis défendent leurs intérêts économiques, pas autre chose, ça on l'avait compris. On sait malheureusement tous les dégâts que provoque cette approche manichéenne du monde, et de rappeler, c'est en désignant l'axe du mal formé par l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord que les États-Unis avaient mis le feu aux poudres, oui, rien que ça. Non, il n'y a pas d'axe du mal, il y a juste des causes à déterminer. Sur l'aspect sanitaire, j'attends encore à titre personnel aujourd'hui qu'on m'explique c'est le citoyen, là, voilà. Exactement ce qui s'est passé. Puis si on me dit que c'est que c'est un accident, bon, et l'accident ça arrive, ça s'appelle du risque opérationnel. Il faut que tout ça soit quand même bien clair pour que derrière on puisse aussi avoir les meilleures positions politiques et géopolitiques, si vous voulez. Et même d'ailleurs les conséquences et les prévisions économiques aussi, parce qu'on a parlé d'économie tout à l'heure, mais combien il est difficile aujourd'hui pour les instituts de faire des prévisions économiques. Comme vous le dites tout à l'heure, comme vous l'avez dit, s'il y a une 4e vague, si on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, si on n'arrive pas à contrôler, s'il y a les variants, tout ça, ça rentre dans la même partie des questions first, les plus importantes, qui vont driver la géopolitique et qui vont driver l'économique, les prévisions, les budgets, l'endettement et tout ça. Voilà. Donc... Vous avez encore des contacts avec des Chinois? Ils disent quoi sur la façon de... Moi, j'ai même un associé chinois. Donc il dit quoi par rapport à tout ça quand il voit... il dit que c'est la vue, c'est toujours le regard et le paradigme purement européen. Et ils ont une vision et ils ont une lecture totalement différente, eux, de tout ça. Ils ont l'impression, effectivement, d'être le bouc émissaire, d'être la cible du monde entier. Et voilà. Et je pense que pour la France, les États-Unis, ils jouent leur jeu, ils le font, ils n'ont rien à perdre. Pour les États-Unis, il y a une espèce c'est le leadership mondial qui est en jeu. Donc voilà. Donc voilà. Ça fait longtemps qu'on a vu ce combat-là. Sauf que nous, on est pris à partie et je pense qu'on a beaucoup plus à perdre dans l'occurrence. Est-ce que la situation de la Russie est similaire? Alors, la réponse est évidemment non, parce que la Chine, c'est une puissance économique devenue majeure, bientôt peut-être la première. Du point de vue de l'économie française, si je reviens à la base de la question que je posais tout à l'heure, la Chine, c'est à la fois un grand marché et un grand fournisseur. La Russie, pas du tout. La Russie, c'est un nain économique, à part un petit peu sur les matières premières. Est-ce que ça veut dire que c'est plus facile de traiter politiquement la Russie comme un adversaire, avec moins de risques, sachant qu'il n'y a peu d'échanges économiques, peu d'enjeux. Alors les Allemands si, parce qu'effectivement ils dépendent plus du gaz russe notamment. Les Allemands, les Ukrainiens, je pense que l'intérêt il est plus économique, il est plus de ce côté géographique. Mais j'aurais précisé quelque chose sur la Chine, c'est que la Chine n'est pas encore... Alors, au niveau du PIB, oui, le PIB en valeur absolue, la Chine
est un pays, mais c'est pas un pays, c'est encore un pays émergent. Sur beaucoup de caractéristiques, la Chine a encore les caractéristiques d'un pays émergent, exactement comme la C'est pas un Russie. pays uniformément riche, évidemment. C'est pas un pays uniformément riche. Il y a du capitalisme dans la Chine, mais qui est extrêmement totalitaire, extrêmement brutal, avec des inégalités tout à fait énormissimes, comme on voit nulle parce part qu'il y a les gens ailleurs. les plus riches du monde. Et donc, voilà, on a parlé de la 5G et de l'IA, mais c'est pas que ça, la Chine. Et il y a aussi, dans beaucoup de caractéristiques, il y a avant tout un pays encore en développement. Bon, ça c'est un premier point. Sur la Russie, moi, clairement, il me semble que la Russie a son rôle à jouer dans l'équilibrage des forces politiques. C'est sûr que la Russie a aussi son mot à dire, qu'elle peut faire basculer peut-être certains pays de l'Est, encore aujourd'hui, qui sont d'ailleurs membres de l'Union européenne, vers plus de populisme. On le voit un petit peu en Hongrie, en Pologne. Sur le terrain économique, c'est effectivement plus la question des énergies. Mais je pense qu'elle a son arbitrage à faire sur une partie de l'Union européenne en particulier. Donc un rôle, une posture plutôt politique vis-à-vis de la Russie. Quand on est entrepreneur, qu'on se développe même en Europe, on ne calcule pas du tout la Russie. Votre petit groupe, alors pour le coup, ils ont sûrement des scientifiques très bons encore. Mais c'est pas. Non, mais c'est pas la priorité. Pourtant, ils ont quelques succès sur Internet. Ils font 2-3 trucs intéressants. Bien sûr, mais pour le coup, c'est un pays vraiment à part. Qui sont ouverts et dans lesquels on peut être successful, tout simplement. Quoi. Oui. Et on sait que la Russie et la Chine, on ne peut pas. En tout cas, pas sur ces sujets d'innovation. Mais bon, si je reviens à ma question sur l'économie française, est-ce qu'on pourrait répondre que l'économie en général n'a pas d'ennemis? Après, c'est d'un point de vue politique, on peut avoir des ennemis. Alors, est-ce que si on n'a pas d'odeur, du point de vue de la rivalité, mais ennemis du point de vue de la rivalité. On parlait des constructeurs aéronautiques tout à l'heure en début d'émission. On a vendu des Airbus à la Chine. La contrepartie, c'était les transferts de technologie, c'était la construction d'usines sur place. Je crois que personne n'a aucun doute sur le fait que dans 10 ans, les Chinois, ils n'ont plus besoin ni des Américains ni des Européens pour construire des avions. Donc il y a aussi ce risque-là. Dans ma question, l'économie française a-t-elle des ennemis avec ces grands pays? De ce point de vue, la France est beaucoup moins riche. Sur l'industrie, effectivement, on sait qu'il y a eu des transferts de techno et que, en gros, le match est plié. Sur les métiers du digital, on n'y a pas accès. La grande distribution, tous les leaders français sont partis. Donc finalement, en gros, il ne reste plus que le luxe. Si on regarde d'un point de vue purement industriel, économique, de ce qu'on peut faire avec la Chine. Voilà. Maintenant, il s'avère que les leaders français sont les leaders mondiaux dans cette industrie du luxe. Donc néanmoins, c'est important. Mais c'est quasiment la seule industrie encore où, en tant qu'étranger, que boîte étrangère, on peut prospérer en Chine. Allez, j'espère qu'on y reviendra demain. Demain, il y a donc un sommet Poutine-Biden. Ça se passe à Genève. On aura, j'imagine, on commentera à nouveau, pardon. Et Vivatech demain aussi. Ah, par ailleurs, oui. Sur les nouvelles technologies. Oui, je sais pas. Vivatech Paris, je sais pas 2021. Si Joe Biden fera un détour par Vivatech ou il y a Vladimir Cook, Poutine. Il y a Zuckerberg, il y a 2-3 grands qui viennent. Néanmoins. Ça fera, voilà, on a les deux sujets de l'émission de demain. On fera d'un côté États-Unis-Russie, puis on s'interrogera, effectivement, on commentera Vivatech. Je n'ai pas noté qu'il y avait tous ces visiteurs prestigieux. Si, il y a des belles têtes de gondole. Donc ce sera l'occasion. Il nous reste moins d'une dizaine de minutes. Il y a pas mal de sujets que je voulais traiter dans l'after. Donc on va faire un gros after tout de suite. Allez, 3-4 sujets autres dans l'actualité du jour pour terminer l'émission. Regardez ça, Emirates, la compagnie de Dubaï, accuse les premières pertes annuelles de son histoire. 4,5 milliards d'euros, c'est la première fois donc Emirates présente un résultat négatif en 30 ans d'existence. Les Échos qui nous disent que malgré des aides publiques de l'Émirat, donc elle a été contrainte de licencier une partie de son personnel. C'était la compagnie flamboyante. Comme d'autres compagnies du Golfe, d'ailleurs avec Qatar un peu du même genre, des hubs créés à partir de rien pour notamment servir d'escale entre l'Europe et l'Asie. C'est un signe, un de plus, du fait que le secteur aérien a été complètement bouleversé, pour ne pas dire massacré, par cette crise sanitaire et économique. Est-ce qu'il s'en remettra le secteur aérien selon vous, Geoffroy, qui connaissait bien ces sujets-là pour avoir été, je le disais en début d'émission, voyagiste dans une vie antérieure en ayant créé Marco Vasco? Les prévisions, en fait, depuis le début sur l'aérien, elles sont assez justes. IATA, qui est l'organisme, avait assez bien vu les choses. En fait, ils avaient annoncé il y a déjà un an qu'en gros, on retrouverait des niveaux
d'activité entre 2023 et 2024. Ils étaient déjà très, très prudents finalement. Ils avaient parlé de 3-4 ans avant que ça se remette. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que finalement, dans toutes les régions du monde, c'est la même chose. L'aérien repart, mais finalement sur du court, moyen courrier. Donc c'est soit au sein même des pays, soit au sein des pays à côté, mais que le long courrier souffre énormément. Et Emirates, c'est un hub. Et par définition, ils n'ont pas de marché local. Voilà. Et Emirates, c'est un hub. Ils sont situés. Alors, ils étaient merveilleusement bien situés. Parce que finalement, ils étaient entre l'Europe et l'Asie, donc c'était parfait. Ils avaient des vols hyper compétitifs, bien financés au début. Donc c'était génial. Mais le problème, c'est qu'ils ont pas de marché local ou interrégional, en fait. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'ils sont particulièrement affectés. Comme d'autres compagnies qui font du long courrier. Est-ce qu'il y aura au sein des compagnies aériennes des gagnants et des perdants quand même? Alors, les gagnants en relatif peut-être, pas des gagnants en valeur absolue, mais certains qui vont beaucoup mieux s'en sortir que d'autres. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que même les compagnies low cost sont très affectées quand même, alors que depuis 10 ans, en fait, c'était les seuls gagnants quelque part. Parce qu'elles sont parties, elles n'avaient pas la lourdeur finalement et le poids des compagnies traditionnelles. Elles avaient très bien négocié des slots, etc. Beaucoup plus de souplesse sur les coûts humains et salariaux. Mais alors aujourd'hui, par contre, bizarrement, on voit des créations de nouvelles compagnies qui profitent finalement de cet état de quasi-faillite de pas mal d'acteurs finalement, soit pour acheter des avions qui ont été stockés et mis dans des garages pendant 2 ans, qui n'ont pas bougé à des prix ridiculement bas, et puis renégocier des slots dans les aéroports à côté. Donc oui, il y aura forcément des gagnants, comme dans toutes les crises. Oui, donc tout ça revit. Que vous inspire le secteur de l'aérien, là, et, voilà, symbolisé avec cette information, une de plus, voilà, sur les premières pertes d'Emirates, Pascal? D'abord, il y a un volet forcément lié à la situation économique actuelle, ça c'est clair. Alors j'ai même entendu et lu des études qui parlent même de 4, 5, 6, voire jusqu'à 9 ans avant de retrouver des niveaux de rentabilité d'avant-crise, parce que c'est un secteur extrêmement complexe, avec une chaîne de métiers colossaux. Enfin, il y a des contrats qui sont... Et puis que tous les confinements, etc., ont montré qu'on va avoir peut-être moins de raisons de voyager demain, notamment dans le... C'est tout à fait. Et puis le tourisme, franchement, il y a des gens qui n'ont plus trop envie de voyager comme ça. Bon, le Brésil ne sera certainement pas pour tout de suite, par exemple, quoi. Donc ça, il y a un volet un peu social, macro. Et ensuite, il y a un volet, je dirais, directement lié à l'offre et la demande. Bon, c'est un peu lié aussi, qui est lié au contexte actuel. Il y a un volet structurel, c'est les structures de coûts. C'est long courrier, court, hub, comment arbitrer entre un hub, un long courrier, un court, des trajectoires plus courtes. Ça, c'est la question des structures de coûts, comment adapter les structures de coûts par rapport à ces possibilités-là. Ensuite, il y a la stratégie d'innovation, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une transformation très importante sur l'aérien, avec de nouveaux métiers qui arrivent, et c'est vrai c'est pas spécifique à l'aérien, mais c'est aussi vrai pour l'aérien. Peut-être profiter de cette période pour apporter de nouvelles qualifications, nouvelles formations, puis les indicateurs de performance. On est de plus en plus dans le green. Je ne sais pas ce qu'il en est du kérosène, mais dans le green, en tout cas, il y a forcément aussi là des modifications à apporter sur l'industriel, sur l'aspect industriel. C'est toutes ces réflexions-là, moi, que ça m'inspire aujourd'hui. J'espère que ça va être un grand coup de vent et de massue aussi pour pouvoir passer au monde de demain, si vous voulez. Allez, autre actualité, on a appris, ça date d'il y a quelques semaines, semble-t-il, mais l'information est sortie aujourd'hui dans la presse. Huawei, le géant chinois des télécoms notamment, mais pas seulement, investit dans le moteur français Qwant, le moteur au sens moteur de recherche sur Internet. Qwant, c'est une espèce d'arlésienne qui effectivement qui se voulait une alternative européenne à Google, qui accumule les pertes depuis des années, qui n'arrive pas à transformer l'essai, en tout cas dans l'usage des internautes dans les différents pays, pas plus en France, même s'il y a semble-t-il une technologie intéressante, et en plus des crises de gouvernance au sein de Qwant. Il y a un côté limite ironique à voir que finalement, maintenant, c'est les Chinois qui investissent. Alors ça, on revient à notre sujet de tout à l'heure. Ça vous amuse ou ça vous désole, Geoffroy ? Un peu des deux. Ça me désole. Je sais pas ce que Huawei va en faire. Ils ne prennent pas le contrôle. À ce stade, c'est 8 millions d'euros contre 5 à 7,5% du capital sur les modalités. On ne s'est jamais donné les moyens pour en faire un leader européen. Le financement de Qwant cumulé était ridiculement bas. C'était quelques dizaines de millions d'euros. Ce qui est rien à l'échelle d'un acteur pour faire un moteur. Je rappelle que Google, c'est 180 milliards de chiffres et 20 milliards de résultats. On est très bon en Europe, et on a beaucoup évolué en France pour financer des boîtes de croissance, mais dès lors qu'elles font du chiffre.
pas toujours des boîtes rentables. On est capable de financer des boîtes qui ne sont pas rentables s'il y a une traction du chiffre d'affaires. Or, aujourd'hui, des modèles économiques comme Quant, c'est des modèles où il faut créer une audience colossale, donc investir énormément avant de pouvoir la monétiser. Si on se remet un peu en arrière, c'était marrant le cas de Facebook. Facebook valait déjà plusieurs dizaines de milliards de dollars avant d'avoir monétisé 1 euro. En fait, ils ont attendu quasiment d'avoir. En fait, ils ont quasiment attendu d'avoir une audience d'un milliard de personnes qui utilisaient l'appli avant de se dire je vais vraiment monétiser. Et Quant, ça fonctionne pareil. C'est des revenus publicitaires. C'est des modèles où il faut générer une audience colossale qui coûte beaucoup d'argent. Et je pense que les fonds européens ne sont pas prêts à financer des modèles comme ça aujourd'hui. Donc, il ne pouvait pas y avoir d'autres fins pour Quant. Enfin, c'est pas, je crois que c'était 67 millions qui a été mis dans la société. Oui. Mais bon, pour l'instant, c'est les obligations convertibles, donc il n'y a pas de prise de contrôle. Bon, c'est peut-être anecdotique, on verra la suite de l'histoire. Un commentaire, Pascal? Non, tout a été dit, je crois. Allez, on a aussi une liste. Tiens, c'est le World Economic Forum, c'est la structure qui organise le forum de Davos, qui a publié aujourd'hui une liste de ses 100 nominés, les pionniers de la technologie, ces Technology Pioneers. Et ils nous disent le tweet de l'intelligence artificielle jusqu'à la fintech en passant par la robotique. Voilà nos pionniers de la tech de l'année. Alors, Jean-Marc Vittori, camarade des Échos, a compté sur les 100 startups pionnières technologiques. Il a classé par pays: États-Unis 41, Royaume-Uni 9, Chine 8, Israël 5, Singapour 5, Canada 3, Corée du Sud 3, France 2. On va y revenir. Inde 2, Kenya, Suède 2. Et Vittori qui nous dit qu'il y a encore un peu de boulot à faire. Ce qui est paradoxal, c'est que les deux Françaises, Carbios, qui est une boîte de chimie qui fait dans le recyclage de PET, de plastique, et Powell Software, qui fait dans le digital workplace, donc une ambition d'améliorer l'expérience de l'employé. C'est ce que dit son site, ne sont pas extrêmement connus. Alors ça veut dire quoi, cette liste? Elle vous inspire quelle remarque? Elle vous a étonné? C'est pas spécial. C'est totalement inconnu, quoi. Enfin, je ne sais pas qui a fait le classement. Alors après, c'est le World Economic Forum de Davos. Il y a des gens qui sont en Suisse, ils sont installés en Suisse, ces gens-là. Stagiaire ou pas, non, je plaisante. Mais honnêtement, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière, en fait. Par contre, qu'il y en ait 2 en France versus 40 aux US, en soi, c'est pas ça qui me choque. Mais en fait, les 40 États-Unis sont également des sociétés inconnues. Et je pense que le choix, c'était avant qu'ils soient connus. Le choix était fait sur l'innovation. Chez Arbios, effectivement, ils font de la biodégradation et du biorecyclage de matières plastiques. Métier d'avenir indiscutable, c'est certain. Mais ça reste une toute petite boîte. Et Powell Software, il y a des boîtes 100 fois plus innovantes en France. Si on regarde Talent, si on regarde Snowflake, etc., il y a des boîtes 100 fois plus innovantes. Qui sont plus grosses, pour le coup. Et qui sont plus grosses, ou Believe, qui s'est introduit en bourse il y a 3 jours. Donc honnêtement, c'est dans la musique, ça. Ouais, dans la musique, absolument, qui est absolument fabuleux. Avec une valeur de 1,5 milliard ou 2 milliards. OVH qui a annoncé son IPO pour la fin de l'année autour de 3-4 milliards. C'est une vraie boîte d'innovation avec un vrai service. Donc, là, je pense qu'ils les prennent très tôt. Ils les prennent très tôt, mais sur des critères. Enfin, ce qui serait intéressant, c'est de voir les critères derrière. Ça ne vous a pas convaincu? Absolument pas. Convaincu, Pascal? Non, mais bon, de toute façon, je veux dire, c'est clair qu'il y a certainement d'autres boîtes qui auraient été peut-être plus pertinentes. Il faut voir les critères ici. Imaginons que ce soit un peu vrai, qu'il y a un peu de retard de la France, je ne serais pas non plus surpris. Parce qu'on a aussi des politiques économiques qui aujourd'hui ne sont pas totalement adaptées à l'émergence des startups. De l'innovation, notamment. Mais il y en a quand même, ce que vous voulez nous rappeler, il y a des réformes structurelles encore à faire pour faire aussi émerger encore plus vite. Imaginons qu'on est en retard, ces startups, quoi. Allez, je ne sais pas si vous avez un commentaire à 5 heures, etc. C'est pas le sujet du jour. Je sais pas. Non, alors là, on va surtout à cette heure-ci dans l'émission. Allez, une photo pour terminer. Entre hommage et message voilé, nous dit BFM TV. Emmanuel Macron a remis aujourd'hui la Légion d'honneur, alors grand officier, Édouard Philippe. C'est un truc automatique après 2 ans à Matignon ou 3 ans à Matignon, je ne sais plus. Ils se sont retrouvés aujourd'hui. Est-ce qu'il faut y voir un signe politique, un commentaire à faire sur les retrouvailles entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, pas loin d'un an après, effectivement, qu'ils se soient quittés aux grands espoirs de l'un, mais c'était l'autre qui décidait. C'est comme ça. On peut imaginer que Macron a besoin du soutien d'Édouard Philippe pour les présidentielles l'année prochaine, c'est évident. Mais après, de toute façon, il devait le faire. Après 2 ans, exactement. Il relance l'équipe Macron-Philippe. Merci d'avoir été mes invités ce soir. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.